Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo sur le dynamisme dans les comics, j'ai le plaisir de vous parler du grand John Romita Jr. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de son style et notamment de ses derniers travaux qui, il est vrai, sont un petit peu moins intéressants, mais il reste selon moi un artiste absolument incontournable et surtout qui a une façon bien à lui de représenter le dynamisme dans les comics. Donc voici ma petite analyse de son style. Alors, difficile pour un lecteur de comics de ne pas avoir croisé le chemin de John Romita Jr. C'est un artiste de 66 ans aujourd'hui qui est né à Brooklyn, à New York donc. Et, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé son dessin. Il a commencé très jeune, à peine à vingtaine d'années chez Marvel, par des petits boulots où évidemment son père, John Romita Sr., qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas longtemps, travaillait déjà depuis quelques temps. Et puis il s'est fait remarquer d'abord sur Iron Man et après il a continué à évoluer à travers les années. Et justement, c'est ce qui est aussi très intéressant chez cet artiste, c'est qu'il a dû s'adapter à des tas d'artistes, à des tas de situations, de comics, etc. Ce qui a fait que son style, au fur et à mesure, s'est construit de multiples influences. Car si on est observateur, on voit que, par exemple, lorsqu'il a débuté sur Iron Man, ancré par Bob Layton, eh ben, il était évidemment un peu influencé par le travail de ces derniers. Lorsqu'il est allé sur Spider-Man, inévitablement, il s'est inspiré du travail de son père. Mais aussi après, lorsqu'il est parti sur X-Men, c'est plutôt le style de Paul Smith qui a pu l'influencer. Et au fur et à mesure, en fait, il a un petit peu digéré toutes ces influences et a fini par se construire un style très caractéristique, assez unique, en fait, mais qui a puisé un petit peu dans tout cela. Il suffit d'ailleurs de regarder l'évolution entre, par exemple, ce dessin de Spider-Man dans les années 80 et puis celui-ci plus récent, ou encore cette façon de représenter Iron Man à gauche, vraiment à l'époque Bob Layton, et puis après des années plus tard, lorsqu'il est revenu sur les scénarios de John Byrne, notamment avec un Iron Man beaucoup plus massif et beaucoup plus cubique, pour voir à quel point l'évolution stylistique est vraiment importante. Et ce qui est aussi intéressant avec John Romita Jr., c'est que cette évolution du trait, de la façon de construire les personnages, de les designer, a amené aussi l'artiste à réinterroger sa façon de représenter le dynamisme. Et on va voir qu'aujourd'hui, finalement, on parle plus de puissance que de vitesse chez John Romita Jr. Et c'est ce qui fait que son approche de justement de l'énergie, de l'action dans le comics est très intéressante et très différente aussi d'autres artistes. Enfin, une dernière chose que je trouve fascinante chez John Romita Jr., c'est que c'est un des rares artistes à avoir bossé finalement aussi longtemps, qui est plus de 40 ans maintenant, dans les comics. Il a été extrêmement productif, il a bossé sur presque tous les personnages, que ce soit Marvel ou DC, même s'il n'est pas resté très longtemps chez DC. Il a tenté l'aventure indépendante, il s'est frotté à des genres un petit peu différents aussi. Il est capable de faire de l'urbain, de la science-fiction, du super-héroïque classique. Et finalement, aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve, un des rares artistes de comics qui peut se vanter d'avoir une telle versatilité, une telle endurance aussi, et aussi une telle productivité, puisque c'est vraiment des milliers et des milliers de pages qu'il a su livrer, au point qu'à une époque, il était capable de dessiner aussi bien un Thor que Spider-Man. Donc voilà, toutes ces choses font que son style, évidemment, est très adapté à ça. Il a souvent dit dans mes interviews que son style, finalement, s'était forgé au gré des deadlines pour correspondre justement au rythme mensuel des comics. Et c'est ce qu'on va le voir est aussi très intéressant dans son travail d'abstraction. Et pour autant, même si encore une fois, la qualité peut paraître moins bonne aujourd'hui, je vais essayer de souligner un petit peu tout le travail extraordinaire et parfois très discret qui fait quand même que ces planches ont un impact et marquent la rétine des lecteurs. Alors quand on parle du dynamisme dans le dessin de John Romita Jr., c'est tout d'abord selon moi parce qu'il possède de réelles qualités pour styliser la violence des combats. C'est clairement un artiste fait pour faire des grandes séquences de baston, de corps à corps, de personnages qui se tapent dessus avec tout et n'importe quoi, mais aussi des personnages qui peuvent s'affronter à coups d'énergie, même si je pense que là-dessus c'est un petit peu moins réussi chez lui. Et c'est déjà ce premier point que j'aimerais aborder pour voir comment il arrive à styliser systématiquement cette violence. Alors j'ai commencé par retenir cette planche
extraite de Daredevil Man Without Fear, écrit par Frank Miller, parce que je trouve qu'elle représente vraiment ce que l'évolution stylistique de John Romita Jr. lui a permis de faire. Au tout début de sa carrière, effectivement, il était dans une représentation plutôt traditionnelle des comics, dans la lignée de ce que faisait justement Bob Layton ou son père, John Romita Sr. Mais après, lorsqu'il a commencé à travailler davantage l'épure de son style, on voit que l'aspect vraiment graphique, de composition, d'organisation des formes est devenu plus important. Et dans cette page, il y a vraiment deux, trois choses que je trouve vraiment fascinantes. La première, c'est qu'il y a cette composition et l'utilisation du bras pour composer finalement une case qui va se lire de bas en haut, après qui va nous permettre d'aller vers la droite et puis qui va nous permettre de redescendre pour voir à travers les différentes cases la façon dont il frappe les différents adversaires. Donc déjà, ça c'est quand même une composition assez brillante dans la verticalité. Il y a aussi cette cohabitation de deux tempos, à savoir que l'image principale de Murdock montre que est finalement un temps suspendu, puisqu'on voit même l'effluve de sang qui semble virevolter dans les airs. Et en même temps, on a ensuite une succession de petites cases qui donne l'impression d'un montage très cut et très rapide qui est censé souligner la vitesse avec laquelle il frappe ses adversaires. Donc voilà, et tout ça en fait reste parfaitement équilibré puisqu'il n'y a pas de décor et les masses sont vraiment concentrées autour de Murdock et de son bras gigantesque en aplat noir en plus. Et puis ces différentes cases à droite, donc la page en elle-même reste totalement équilibrée. Voilà, et c'est un des multiples exemples, je trouve, du travail très discret mais toujours efficace qu'arrive à faire John Romita Jr. dans beaucoup de compositions. Toujours dans cette page, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est la façon dont à chaque fois il va diversifier la représentation des impacts. On a en haut à gauche cet homme qui a la tête qui semble littéralement enfoncée par la matraque, avec ses cheveux qui justement vont souligner un petit peu l'impact. On a bien évidemment ce coup de pied qui enfonce les côtes, on a ces deux nez éclatés avec les petites gerbes de sang, et une des images à droite que l'on retrouve extrêmement souvent chez John Romita Jr., c'est ce coup de poing qui fait que la bouche part complètement sur le côté. Voilà, et je trouve que ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. On a toujours cette sensation que les coups fracassent quelque chose et font très mal. Autre technique que maîtrise bien évidemment John Romita Jr., c'est celle des axes de force qui permettent d'orienter le regard du lecteur, mais aussi d'accentuer des mouvements. Là, en l'occurrence, on voit Wolverine qui se tape avec des ninjas dans Wolverine Enemy of the State. Et ces axes qui sont représentés en jaune sont parfaitement clairs, extrêmement lisibles, sont variés aussi parce qu'ils ont des angles un peu différents qui fait qu'on n'a pas l'impression que l'action est monotone. Et ça souligne parfaitement les impacts et la violence de Wolverine. Donc encore une autre façon de styliser assez habilement l'action. L'autre chose qui est caractéristique aussi du style de John Romita Jr., et là ça dépend parfois un peu des encreurs, on le retrouve plus avec par exemple Dan Green ou Klaus Johnson en ancrage que par exemple avec Danny Mickey, qui a une façon d'approcher l'ancrage très différente, beaucoup plus minutieuse et pointilleuse on va dire. C'est le fait que les traits bruts, naturels du style de dessin de John Romita Jr. aident énormément à styliser cette violence. Là on le voit, que ce soit dans la façon dont le corps du ninja se déforme avec ses plis, qui sont faits de gros traits noirs très épais, ou les traits de muscles très hachurés sur le bras de Wolverine. Ce trait très rapide, presque esquissé, brutal, contribue énormément à cette impression de stylisation de la violence. Alors autre chose que j'aime beaucoup avec cette façon qu'il a de travailler ses traits de manière très rapide, très brute, c'est qu'il va les utiliser soit pour, comme ici, générer de l'ombre sur le bras du père de Matt Murdock, ou travailler cette texture de mur en haut à droite, montrer les petites gouttelettes de sueur ou les éléments de décor dans la dernière case. En fait, il va énormément texturer, énormément styliser la matière, et ce qui fait que ça donne à l'ensemble quelque chose d'un peu brut, d'un peu sale, qui pour moi contribue considérablement à styliser ce climat de violence, ou certaines séquences en fait qui ont l'impression de toujours se passer dans des décors qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas propres. Une autre technique qu'utilise John Romita Jr. pour styliser la violence, c'est de déformer les corps. Pendant l'effort, dans les scènes d'action, dans les combats, on a toujours l'impression que finalement les bras, les jambes des protagonistes, ou même leur torse, sont presque comme des carambars qu'on pourrait tordre et qui vont se plier dans une extrême souplesse,
et en même temps ployé un petit peu sous les coups et l'effort. C'est quelque chose que sa façon de styliser l'anatomie lui permet de faire, tout en restant assez crédible. Mais on le voit au fur et à mesure de son évolution que il va s'affranchir un peu de cette espèce de rigidité initiale et classique, on va dire, dans les comics des années 80, pour vraiment se permettre un petit peu plus d'exagération, une exagération qui va être finalement très symptomatique au fur et à mesure de son style. Alors une autre façon que John Romita Jr. a de créer du dynamisme dans ses planches, c'est d'y proposer et d'y organiser le chaos. Le chaos à travers des débris, de l'énergie, de tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment chez lui. Une espèce d'appétit pour la destruction, pour le crépitement, pour un ensemble d'éléments qui vont venir envahir les pages. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans ce chapitre. Alors le premier exemple que j'ai retenu pour montrer comment John Romita Jr. organise le chaos, c'est cette magnifique double page montrant Spider-Man versus Morlun. Ici, le dessinateur ne découpe pas la séquence d'action, mais choisit de montrer finalement tous les corps à corps, tous les coups portés dans une seule et même image, où finalement les combattants se multiplient, se croisent, se percutent presque même, et ça permet de composer finalement un tableau assez brutal, mais parfaitement bien structuré, et qui permet à l'œil finalement de suivre cet affrontement sans forcément en comprendre parfaitement la temporalité. Et c'est justement cette disparition du repère de temps, de cette notion que d'habitude on a en passant d'une case à une autre, qui est l'enchaînement des actions. C'est cette disparition qui fait que justement le chaos surgit au-delà de la violence des coups. C'est cette perte de repère pour le lecteur qui met encore plus en exergue la brutalité de l'affrontement. Alors une autre façon dont John Romita Jr. organise le chaos, c'est justement en faisant cohabiter euh, des pages très structurées et en même temps très détaillées, avec juste ce qu'il faut de stylisation. On pense généralement que parce qu'il a épuré son style, il a épuré ses formes, il ne fait pas de détails. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de planches, au contraire, qui sont très détaillées, mais dans son style, c'est-à-dire avec une économie de traits qui permet quand même de saisir, comme là ici, tous ces monstres qui sont absorbés par le céleste, et où cette ville aussi qui est détruite, on voit chaque détail, et pour autant, tout est suffisamment stylisé pour ne pas trop surcharger la page et ne pas finalement gêner le lecteur. Et c'est ce qui donne finalement cet équilibre entre cette sensation de chaos, parce qu'on a beaucoup de détails, et en même temps, le fait qu'il est extrêmement épuré, l'ensemble est bien construit, fait que ce chaos paraît très organisé finalement. Une autre chose que j'aime beaucoup et que j'ai déjà un petit peu mentionné lorsque je parlais de la planche avec Wolverine et les ninjas, c'est le côté très brut, très presque sale, on va dire, du coup de crayon de John Romita Jr. qu'on retrouve ici dans les différentes explosions, dans les impacts des balles sur Black Earth qui le décomposent littéralement. Il y a toujours ce côté, cette matière qui est travaillée de débris, de quelque chose qui se décompose, qui se désagrège sous les impacts. Et encore une fois, c'est une façon de représenter le chaos avec ce côté un peu sale, un peu brut, qu'il affectionne dans beaucoup d'affrontements en fait. Et John Romita n'est pas seulement bon pour dépeindre les patates et le corps à corps, il est aussi très fort pour les différents types d'énergie. Et là, on peut voir que même il a réussi à réinventer les fameuses Kirby Crackles. Donc ces petites points noirs en fait que faisait Kirby pour faire de l'énergie crépitante. Chez Romita Junior, elles sont légèrement plus allongées, mais ça en est vraiment un héritage. Et on voit aussi même sur la page de droite que des simples rafales avec des jeux d'ombre laissent vraiment transparaître la puissance de l'énergie, ou effectivement la façon dont elle va crépiter des mains des personnages. Et encore une fois, c'est une façon d'organiser le chaos, puisqu'on a vraiment cette sensation que les personnages projettent des masses d'énergie presque informes, pas très esthétiques, très brutes. Et en même temps, on voit que la façon dont il les dessine, il conserve tout l'esthétisme de la construction qu'il a l'habitude de faire avec les volumes. Alors une autre façon aussi qu'a John Romita Jr. d'organiser Alors une autre technique que j'aime beaucoup chez John Romita Jr., c'est cette façon d'organiser finalement des lignes claires, comme on peut voir au niveau de Bishop par exemple, où on a du détail mais ça reste très fin, et des lignes très grossières, très épaisses, comme sur la texture du costume de Colossus, sur le casque de Magneto premier plan ou la jambe de Magneto.
Donc cette cohabitation entre des traits très épais et en même temps quelque chose de plutôt fin et ciselé, lorsqu'il a le bon encreur, comme je pense ici Dan Green par exemple, je trouve que ça fait des merveilles, ça donne encore plus cette sensation que le dessin est dynamique et vivant et brut de décoffrage. Et donc c'est encore une fois pour moi une façon de générer un peu cette sensation de chaos, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des lignes propres, nettes, toutes égales avec un type d'ancrage qui viendrait finalement que souligner la même finesse des personnages. Alors là, on peut passer de quelque chose de très, de très lâché, de très épais, de très grossier presque, avec quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Mais comme je le disais aussi, John Romita Jr. excelle dans le combat corps à corps et dans les plans de mandale dans la gueule. Je crois que c'est vraiment une de ses caractéristiques. Je ne sais pas si il a eu une jeunesse turbulente à Brooklyn, mais c'est vrai que je trouve que c'est un artiste qui est vraiment excellent dans le rendu des combats au corps à corps. Il y a toujours une recherche assez intéressante dans les postures et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Et dès cette image où Daredevil encaisse un énorme coup de poing, ce qui est très intéressant, c'est de voir que on n'a absolument aucun doute quant à la violence du coup. La posture est légèrement exagérée des deux personnages, d'ailleurs que ce soit Daredevil ou de son agresseur ici. Mais par contre, l'ensemble est parfaitement composé. J'ai essayé de souligner un peu cette forme triangulaire qui est marquée par les jambes de Daredevil et qui finalement vient renforcer visuellement le poing et la posture en fait de son agresseur. Donc là encore, on a à la fois une violence très bien rendue, très crédible, mais par la composition extrêmement bien stylisée, ce qui fait qu'on ne perd pas en impact, mais on garde quelque chose qui reste extrêmement agréable à l'œil. Et forcément, quand on est à l'aise pour dessiner des mandales, alors on est à l'aise pour dessiner Hulk, on a ici son affrontement avec Ares, dans lequel effectivement on voit que le poids des coups, la force des impacts est vraiment bien marquée. On n'est pas, encore une fois, dans des postures totalement extravagantes. En revanche, ce qui est intéressant dans cette image, et notamment dans la dernière, c'est qu'on ressent le poids des personnages, et ça c'est vraiment lié en grande partie à la façon dont il va représenter les volumes des corps, ce qui fait que chaque coup de poing va donner l'impression de peser beaucoup plus lourd en fait. Une autre petite technique que j'aime bien chez John Romita Jr., c'est qu'il utilise des speedlines, mais pas au sens où il utilise par exemple certains mangaka pour vraiment traduire la vitesse. Lui, c'est vraiment de la speedline à l'ancienne, j'allais dire, d'impact. Et là, on le voit dans ce magnifique punch de Hulk dans la gueule d'Abomination. Vraiment, ces traits ne servent qu'à ça. C'est très basique, on va dire, comme technique, mais il le fait particulièrement bien. Et je trouve que en fait, ce qui fonctionne vraiment avec lui, c'est qu'il utilise ces traits finalement pour encore plus sculpter les volumes des muscles, ce qui fait que les deux types de lignes en fait se fusionnent et on a presque l'impression que cet impact crée une source de lumière supplémentaire qui va venir vraiment englober les personnages et c'est contrairement à des speedlines qui sont des fois positionnés en arrière-plan et qui n'interagissent pas avec les personnages. Là en l'occurrence, on a l'impression que ces speedlines elles viennent projeter une ombre, un halo en fait sur les personnages et donc ça ajoute encore plus au volume et donc à la puissance de la scène. Autre chose que j'aime beaucoup dans les dessins de John Romita Jr., c'est que très souvent à l'issue des affrontements physiques, les personnages ont la gueule vraiment déglinguée. On a eu plusieurs fois du Peter Parker totalement tuméfié, le Punisher pareil, des yeux éclatés, un nez cassé, etc. Là, avec cet affrontement entre Ghost Rider et Black Earth, il s'en donne à cœur joie puisqu'on a carrément des pans entiers du visage de Black Earth qui sautent et qui sont que l'on retrouve sous forme de petites taches noires en fait qui volent en éclats. Voilà encore une fois une façon de styliser la violence, de la rendre crédible aussi en même temps, puisque là en fait le côté stylisé, ces petites taches noires qui s'envolent, ça fait très graphique et en même temps quand on y réfléchit, c'est d'une extrême brutalité de se dire que des pans entiers du visage disparaissent. Et ça c'est quelque chose qui fait très bien, qu'il a très bien fait dans Kick-Ass aussi, et qui encore une fois pour moi trouve propose en tout cas un équilibre
très intéressant entre la représentation de la violence de manière stylisée et en même temps le ressenti très crédible de son impact. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles je trouve que John Romita Jr. excelle dans les combats au corps à corps, c'est qu'il se pose la question de la chorégraphie. C'est-à-dire que on le voit ici dans cet affrontement entre Daredevil et le Punisher, les échanges de coups sont crédibles. On a vraiment cette sensation que même si le décor disparaît, que la caméra tourne autour, que chaque angle est parfaitement bien choisi pour montrer soit le coup porté, soit l'esquive. Donc mine de rien, cette science du découpage et de la mise en scène du combat, c'est pas tout le monde qui l'a, et il ne s'arrête pas systématiquement à juste mettre en avant un coup et puis après organiser rapidement le reste. Lui, il y a vraiment cette idée de temps en fait et d'enchaînement qui est très très bien maîtrisé, et d'ailleurs je trouve que c'est un des artistes qui propose les plus belles planches à ce niveau. Une autre composante du dynamisme chez John Romita Jr., c'est la représentation de l'agilité de ses personnages, et même une représentation qui est toujours très esthétique. Bien évidemment, on va parler de Spider-Man, qui est un des personnages sur lesquels il a pu nous livrer justement les poses les plus iconiques, les plus mémorables à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour moi, il est un des meilleurs dessinateurs de Spider-Man pour cette raison, justement. Mais on va voir que sur d'autres personnages aussi, il a réussi à ce pari à chaque fois de traduire ce mouvement et cette élégance du mouvement dans leur déplacement. Évidemment, je m'attarde quelques secondes sur cette magnifique double page de Spider-Man. Tout y est pour moi ici. On a les axes, évidemment, que j'ai soulignés, qui permettent de guider le regard de gauche à droite avec la jambe, mais en même temps, on a cet axe de profondeur du corps qui est tordu de Spider-Man et qui épouse totalement la perspective de la ville. Voilà, c'est un cadrage qui est absolument spectaculaire. La ville est composée de ces ombres, donc vraiment pour renforcer cette idée que la lumière arrive du bas, et d'ailleurs l'éclairage sur Spider-Man respecte totalement ça. Et puis je trouve que cette image, elle est d'autant plus iconique que le personnage envahit parfaitement bien le cadre. On y retrouve quand même une posture suffisamment tordue pour montrer l'extrême agilité qu'il a, et aussi ce jeu des perspectives, cette façon dont la ville semble à la fois le soutenir et qu'il semble lui survoler totalement, je trouve renforce encore plus l'idée de la parfaite adéquation que Spider-Man a avec la ville de New York. Donc voilà, c'est extrêmement iconographique et en même temps une belle démonstration de l'esthétisme de l'agilité d'un personnage. Et on voit ici que même avec des personnages dont l'agilité est moins surhumaine que celle de Spider-Man, John Romita Jr. s'en sort parfaitement bien. Ici, son Daredevil prend une pose presque de hip-hop, très esthétique, très crédible, et en même temps, il arrive à positionner par le bras et par la jambe, encore une fois, un axe de lecture, un encadrement qui permet de souligner l'agresseur qui arrive vers lui. Donc, ça marche parfaitement bien. Ça montre que comment aussi Matt Murdock se déplace, et de manière encore une fois différente de celle de Spider-Man, et en même temps ça propose un cadre et une composition de toute beauté. Et clairement, ces personnages bondissants et aériens, c'est quelque chose que John Romita Jr. semble aimer, comme on le voit ici avec Daredevil et Elektra, puisque très souvent il va les représenter sur les toits, bondissant d'immeuble en immeuble. C'est une autre façon aussi d'apporter du dynamisme dans son dessin, c'est qu'on a toujours finalement quelque part un personnage qui est dans un saut, qui est prêt à sauter, qui est en mouvement. On a de temps en temps des personnages statiques chez John Romita Jr. et c'est d'ailleurs, je trouve, ce qui est réussi le moins. Des fois des postures de personnages très raides, je les trouve finalement presque comme s'ils semblaient eux-mêmes mal à l'aise d'être comme ça, de ne pas être en mouvement. Donc je pense que c'est un dessinateur qui est fait vraiment pour le mouvement de ses personnages, et pas pour la pose héroïque simple et basique à la Jim Lee, j'allais dire. Et une des raisons, je pense, pour lesquelles il est aussi à l'aise avec le mouvement, c'est que ça lui permet finalement de jouer sur l'allongement des corps pendant l'effort, de les déformer un petit peu, d'en exagérer davantage. D'ailleurs, c'est ce plan de Spider-Man qui est à gauche, là, qui court. Cette pose, je vais la remontrer un petit peu plus tard aussi. C'est une pose très caractéristique de John Romita Jr. où déjà tout semble tordu. En fait, la cheville est presque tordue, le corps et la jambe est tellement croisée que le corps semble être tordu aussi. Et la posture de saut aussi, la façon dont le torse se plie, dont la jambe se lève. Voilà. Et cette exagération-là, c'est aussi pour moi ce qui apporte énormément de dynamisme. Ce qui fait que
effectivement, comme je le disais, sur des personnages statiques qui prennent juste la pose, on retrouve pas du tout la même chose et au contraire, ça écrase totalement le dessin, quoi. Et je pense que l'ingrédient secret de John Romita Jr., c'est la souplesse. C'est le fait qu'il sache parfaitement rendre la souplesse de ses personnages. Donc non seulement il exagère les formes, mais en même temps il reste crédible dans la façon de représenter ces corps en fait extrêmement souples, comme on le voit là sur ce Black Panther qui met un coup de poing dans le ventre de Captain America. Eh ben, les deux semblent vraiment très gracieux dans la façon de se déployer. Et je pense que là où beaucoup de dessinateurs ont tendance à représenter avant tout la puissance, la masse musculaire, et finalement donner quelque chose de très rigide dans le rendu des corps, à l'inverse, John Romita Jr., on va le voir après, arrive à traduire la puissance, mais apporte aussi énormément de souplesse, ce qui fait que justement cette représentation de l'agilité est toujours très impressionnante. Alors l'avant-dernière chose qui selon moi apporte énormément de dynamisme au dessin de John Romita Jr., c'est la façon qu'il a d'utiliser les formes et les volumes dans la composition de ses personnages ou de ses décors. C'est quelque chose qui n'était pas forcément évident au tout début de sa carrière et qui à mon avis s'est mis en place au moment où il est arrivé pour la première fois sur les X-Men, ancré par Dan Green, etc. Ou peut-être l'héritage du style graphique de Paul Smith l'a amené à davantage réfléchir à cette épure et donc à ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est à réfléchir effectivement au volume et la façon dont les objets sont composés, de quelle forme ils sont composés. Et c'est quelque chose qui semble s'être accentué de plus en plus au fur et à mesure des années, au point peut-être justement de se créer beaucoup de détracteurs qui trouvent aujourd'hui que justement son style est devenu beaucoup trop carré, en fait, que ces personnages sont devenus comme des blocs de marbre. Et c'est justement ça que je veux explorer dans ce chapitre-là. Alors quand je parle de construction par les volumes, j'ai pris cette couverture de câble qui est très caricaturale des années 90 certes, mais que moi quelque part j'adore, même si à l'époque je n'aimais pas du tout. Et c'est en fait tous ces personnages plus massifs les uns que les autres, à coups d'épaulettes, d'épaules extrêmement larges et de guns parfaitement rectangulaires ou carrés. Et ben en fait voilà, je trouve vraiment l'apogée de ce style-là, c'est que tout est en volume, tout est à base de masse, que ce soit les biceps, encore une fois, les armes, les corps, les têtes, tout est à base de gros rectangles. Et c'est ce qui, à mon avis, a fortement contribué à renforcer encore plus cette notion que finalement les personnages dessinés par John Romita Jr., on avait l'impression qu'on pouvait presque les attraper et les tenir dans nos mains comme des figurines. Et cette approche très basée sur l'utilisation de volume, et cette approche basée sur l'utilisation de volumes simples comme des cylindres, des rectangles, etc., on la retrouve ici dans cette double page de Thor versus Hercule à deux niveaux. D'abord, au niveau des décors, puisque ça aussi c'est quelque chose qu'il a finalement développé aussi, c'est cette construction des décors à base justement de ces formes pour pouvoir continuer à les simplifier, et aussi au niveau de la musculature, puisque c'est ce qui, à mon avis, lui a permis finalement d'épurer de plus en plus sa représentation des muscles pour les limiter à des formes très simples, des épaules, des biceps, des avant-bras, sans forcément rentrer et avoir besoin de rajouter tout un tas d'effets pour en suggérer le volume. Et on voit d'ailleurs sur cette magnifique double page du Punisher comment justement cette forme de corps et cette stylisation des corps fonctionne et apporte une impression de relief, de volume et de 3D presque dans l'impact qu'a Frank Castle sur les deux criminels. On voit littéralement avec ses épaules massives comment il propulse ses personnages quasiment en dehors de la case. Et puis aussi, c'est ce qui lui permet, je trouve, de construire des visages vraiment intéressants, et notamment celui de Frank Castle, qui semble avoir été sculpté dans un tronc d'arbre, et que moi je trouve absolument magnifique, avec son nez assez large et cassé, son front très épais. Voilà, c'est une de mes représentations préférées de Frank Castle, parce que je trouve que et ça lui donne un côté à la fois menaçant, à la fois voyou très dangereux, et en même temps un côté très implacable et finalement ce qu'il est très rigide dans sa façon d'approcher sa mission. Et c'est justement parce qu'il construit ses corps à base de formes, de volumes très simples, que je trouve que ces corps à corps, notamment dans cette scène ici, sont extrêmement intéressants, parce qu'on a vraiment la sensation que les personnages s'entrechoquent, qu'ils sont des masses, des formes difficiles à mouvoir,
Et encore, je pense que j'ai pas pris le meilleur exemple là-dessus, mais c'est vrai que dans notamment World War Hulk, on a des très très beaux exemples de choc de ces corps extrêmement puissants qui pour moi, rajoutent énormément, encore une fois, de dynamisme à l'ensemble. Mais pour moi, le dynamisme chez John Romita Jr. n'est pas qu'affaire de volume, d'effets, de crépitement ou alors de coups de poing dans la gueule. C'est avant tout une affaire de narration. Et de la narration par l'image. Parce que je trouve que même si on peut regretter la simplification à outrance, le fait que ces visages d'enfants ne ressemblent à rien, John Romita Jr. reste pour moi un des meilleurs storytellers de comics. Et je vais essayer de prendre quelques exemples pour vous montrer comment je trouve qu'il arrive à parfaitement transmettre du dynamisme rien qu'avec son découpage. Alors je l'ai dit précédemment, donc je ne vais pas m'y attarder plus que ça, mais ce dynamisme et ce sens du storytelling, on le retrouve bien évidemment dans les combats, comme ici cet enchaînement entre Daredevil et Marie Typhoid. À une époque encore où je trouve que ce n'était pas encore l'apogée du style le plus in your face de John Romita Jr., mais on voit déjà que finalement son découpage était déjà extrêmement bien chorégraphié, extrêmement clair. Je vous ai parlé aussi de l'esthétique du mouvement chez John Romita Jr., mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que il arrive toujours à l'intégrer dans son storytelling. Ici, par exemple, l'entraînement du jeune Matt Murdock par Stick. On a une histoire qui est racontée. On a, encore une fois, cette relation à la ville qui est montrée. On a ce mentor qui est devant lui et qui, littéralement, le guide, lui propose un axe, en fait, avec son énorme bâton qu'il tient à la main. Et donc, il y a encore une fois toujours ce souci de raconter par l'image quelque chose. La science du storytelling aussi chez John Romita Jr., ce n'est pas seulement dans l'enchaînement des cases, c'est aussi la façon, même dans des splash pages comme ici, de nous proposer finalement une vision épique, mais pas seulement pour, j'allais dire, la beauté du geste, mais une vision épique de quelque chose qui nous invite à l'intérieur de cet univers. Là, typiquement, j'ai retenu cette planche parce que on a littéralement une impression de pouvoir rentrer dans cet univers, d'avoir une fenêtre ouverte sur cette ville, sur ce Galactus au fond, avec ce Thor au premier plan. Alors oui, ça reste de la perspective, entre guillemets, de base, et pour autant, ça raconte plein de choses dans différents endroits de l'image, et ça nous permet encore plus d'être immergé. Et c'est là aussi la force d'un grand storyteller, c'est d'amener le lecteur à rentrer littéralement dans l'histoire. Je vous parlais aussi de l'agilité, de la représentation, de la souplesse. Et bien là, on a encore un autre exemple de la façon dont John Romita Jr. l'utilise pour la narration dans cette planche où Spider-Man poursuit un personnage qui s'appelle Menace, je crois, où on a ces courbes qui sont créées par ces déplacements et qui sont aussi des courbes presque parallèles avec celles de son adversaire sur son planeur. Donc là encore, cette souplesse et ces courbes-là sont mis au service de la narration et vont accompagner le regard du lecteur. Et une des raisons qui, selon moi, explique pourquoi John Romita Jr. est un excellent storyteller, c'est que finalement, il a fait ses armes auprès d'artistes et avec des artistes dans les années 80 qui avaient une approche plus classique de la narration, comme on le voit ici par exemple sur cette page de Spider-Man qu'il avait fait à l'époque, et que lorsqu'il a fait évoluer son style avec plus d'exagération, plus de travail sur les formes, plus de stylisation, finalement les fondamentaux étaient là, ce qui fait qu'il a réussi quand même à amener ce style beaucoup plus punchy, à repousser un petit peu, on va dire, le réalisme dans son dessin et aussi apporter un côté beaucoup plus graphique dans ses compositions, tout en gardant ses bases en fait très simples, on va dire, ou en tout cas ses fondamentaux dans la narration. Et on le retrouve ici, encore une fois, avec ce combat de Spider-Man des années plus tard, où on voit que, encore une fois, le storytelling reste extrêmement clair dans l'enchaînement des cases, dans la façon de cadrer les bonnes postures, et pour autant, on est déjà dans son style beaucoup plus épuré. Même chose pour l'affrontement à droite avec Daredevil, où on a encore une fois ce côté très stylisé, très esthétique avec cet aplat noir sur le costume, et en même temps un enchaînement de cases limpide qui vraiment suit parfaitement la narration et guide le lecteur. Et c'est là, moi, je trouve que l'essence même de John Romita Jr. Et c'est là où je trouve que John Romita Jr. est un artiste vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a réussi
à faire évoluer son style, à pousser son expérimentation graphique, parce qu'il y a quand même des vraies différences entre ce qu'il a fait sur X-Men, sur Daredevil, et après lorsqu'il est revenu sur X-Men, sur Spider-Man, etc. Donc il a poussé quand même cette expérimentation stylistique à plusieurs niveaux, sans jamais sacrifier la narration. Il aurait pu devenir un artiste qui se serait limité à juste faire des doubles splatchs, un peu comme justement sur Image. Lui, il a réussi à intégrer ce langage-là. Il a réussi à nous offrir des pages qui sont des véritables posters magnifiques, mettant en scène les personnages, mais jamais en sacrifiant l'histoire qu'il était en train de raconter, toujours pour sublimer le moment, toujours pour mettre en valeur les personnages, mais jamais pour arrêter le récit et juste montrer au lecteur que regardez, je dessine super bien. Alors voilà, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que John Romita Jr. n'a pas un style dynamique au sens où on pourrait l'entendre si quand on dit ça pour Daniel Warren Johnson par exemple, pour Sean Gordon Murphy, etc. C'est là où, en creusant un peu, on voit que lui, ce qui apporte du dynamisme, c'est vraiment autre chose. C'est à la fois de la puissance, c'est à la fois de la souplesse et c'est beaucoup de narration. Donc on n'est pas dans l'usage de la boîte à outils classique pour représenter la vitesse par exemple, puisque d'ailleurs c'est quelque chose que on trouve euh, pas vraiment chez John Romita, cette notion de vitesse. D'ailleurs, quand on voit ces poses de personnages qui courent, on se rend compte que l'idée c'est pas de traduire la vitesse de déplacement, même pour Macari à droite, mais plutôt de montrer, de capturer en fait la souplesse de la pose, la puissance iconique du déplacement. Donc le dynamisme chez lui, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas l'enchaînement extrêmement rapide des choses, c'est plutôt le côté punchy. Et c'est vraiment pour moi la raison pour laquelle c'est un héritier de Jack Kirby. C'est que comme ce dessinateur mythique, John Romita Jr. est là pour représenter euh, le dynamisme dans sa forme la plus puissante, dans cette explosion de coups de poing, d'énergie, de volume, de forme démentielle, de double splash page extrêmement imposant. Il y a quelque chose d'épique réellement dans le dessin de John Romita Jr. Et ce n'est pas le dynamisme que l'on va retrouver dans le manga, que l'on va retrouver chez d'autres types d'artistes, justement qui vont travailler davantage la vélocité par exemple. Lui, c'est autre chose. On parle d'un dynamisme, pour moi, effectivement, à la Kirby. Donc une réelle puissance qui fait exploser les pages et qui, à chaque fois, provoque une réaction chez le lecteur et lui donne l'impression de voir des corps gigantesques s'entrechoquer, des titans réellement se rentrer dedans. Et donc, ça crée forcément quelque chose de très kinétique dans ces planches. Et c'est aussi pour ça, en fait, que ces derniers travaux sont vraiment moins intéressants, je trouve. Alors, est-ce que c'est à cause des deadlines trop courtes? Est-ce que c'est un manque d'implication aussi? Peut-être qu'il était moins intéressé par ce qu'il a fait chez DC notamment, ou récemment sur Spider-Man, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'on peut s'accorder à dire qu'un dessinateur de plus de 65 ans a peut-être plus exactement la même énergie, la même envie, même la même possibilité physique de passer des heures à peaufiner un dessin assis à une table. Donc je pense que tout ça, ça peut s'expliquer. Il faut savoir être indulgent aussi avec le temps qui passe pour les artistes. Donc là, effectivement, il n'a jamais été très doué ni pour dessiner les enfants, ni pour dessiner des poses très statiques. Mais ça reste quand même un artiste passionnant qui aurait pu n'être que le clone de son père. Et il a réussi au contraire à en sortir de l'ombre, à aller proposer quelque chose, à évoluer à plusieurs reprises, à maintes reprises. C'est un des artistes dont l'évolution esthétique est, je trouve, la plus intéressante avec Mike Mignola, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est la marque d'un grand artiste. Et aussi, comme je le disais, non seulement il a réussi à effectivement adapter, à proposer quelque chose d'assez unique, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres dessinateurs qui dessinent comme John Romita Jr. aujourd'hui, mais en plus, il n'a jamais, jamais arrêté de raconter une histoire. Il n'a jamais cessé de se mettre au service du scénario par rapport à ça. Et puis, tout simplement, il a marqué l'histoire de Marvel. Non seulement il est passé sur les personnages les plus emblématiques, mais il a su à chaque fois en proposer une réinterprétation visuelle toujours très intéressante, que ce soit ses débuts avec Bob Layton sur Iron Man et après son évolution beaucoup plus tard sur ce personnage-là avec John Byrne, son passage sur le Punisher, j'en parlais un petit peu avant, Spider-Man évidemment, et tous, que ce soit les X-Men, Daredevil,
Ghost Rider, Thor, tous ces personnages sur lesquels il est passé ont pu bénéficier effectivement de ce style, ont pu être réinventés aussi un petit peu visuellement dans certains cas. Et c'est pour ça que je pense que c'est un artiste absolument incontournable des comics qui, malgré le fait que son travail peut-être aujourd'hui est un petit peu moins bien, mais comme c'est le cas d'autres artistes comme Frank Miller ou autres, a apporté tellement de choses à Marvel, mais aux comics en règle générale, qu'on ne peut pas quand même passer à côté et puis finalement l'oublier trop rapidement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de John Romita Jr., de son style, de ses périodes. Un grand merci encore pour votre soutien, vos likes, vos abonnements. N'oubliez pas de actionner la petite cloche de notification parce que je vois qu'effectivement vous n'êtes pas toujours informé des nouvelles vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel event Marvel et aussi pour une autre étude de dynamisme d'un artiste que je n'ai pas encore choisi, mais la liste est très importante. Voilà, prenez soin de vous, merci encore pour votre soutien, à très bientôt, ciao.